Madame l'ambassadrice, mesdames et messieurs les ambassadeurs, les directrices, directeurs, mesdames, messieurs, donc je me félicite qu'une rencontre débat d'une telle qualité sur le genre et le développement, ou plus exactement sur l'égalité femmes-hommes, se réunissent aujourd'hui et je vous remercie chaleureusement de m'y avoir invité. Quelques mots de présentation tout d'abord. Donc je tiens à préciser, comme ça a été dit, que je suis diplômée d'une grande école d'ingénieurs. J'ai passé 25 ans dans l'industrie. J'ai passé quelques années en collectivité locale et en établissement public. J'ai élevé 3 fils qui sont grands maintenant. Je suis par ailleurs également écrivaine avec un roman qui, par des voies détournées, parle des femmes dans un milieu d'hommes. Et ma formation intellectuelle, elle s'est faite à Amnesty International où j'étais militante et donc je suis très préoccupée de droits humains. Depuis un an exactement, je suis députée de la Drôme. Je suis également vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères et à ce titre, j'ai eu l'immense plaisir d'être co-rapporteure d'un rapport que vous pouvez trouver sur le site de l'Assemblée nationale, rapport numéro 844, et qui comprend 100 propositions pour une diplomatie féministe, et dont j'ai été co-rapporteur avec ma collègue Laurence Dumont, dont j'excuse l'absence aujourd'hui. Donc 3 constats fondamentaux nous sont apparus dans ce rapport. Le premier, ça a été dit, c'est que nous sommes dans une situation fort paradoxale. D'un côté, il y a une forte mobilisation de la société civile. Nous sommes en l'an 1 après MeToo. Il y a une prise de conscience du caractère central des femmes, des droits des femmes dans l'efficacité des politiques de développement. Et ce n'est pas un hasard d'ailleurs si les gouvernements suédois, canadiens, néerlandais ont affiché une diplomatie féministe et lors des auditions, leurs ambassadeurs nous l'ont rappelé. Pourtant, dans les grandes enceintes internationales, à New York ou à Genève, le consensus agréé depuis des années se disloque et de l'avis de tous, malheureusement, il serait aujourd'hui impossible d'adopter un texte tel que celui de la conférence de Pékin en 1995. Ce sont des coalitions hétéroclites qui regroupent des pays très divers, États-Unis, Arabie saoudite, Iran, Hongrie, Pologne, Vatican, Égypte, et ces pays sont déterminés à faire barrage à toute avancée en matière d'égalité femmes-hommes. Alors la France doit pouvoir user de ses bonnes relations avec l'ensemble de ces pays pour tenter d'infléchir leur position ou d'entraîner les pays indécis. Le deuxième constat, c'est que l'action de la France face à cette forte offensive des pays conservateurs, elle est attendue. On attend de la France plusieurs choses. On attend qu'elle soit exemplaire, qu'elle soit créative, qu'elle soit inventive et qu'elle soit force d'action et d'inspiration en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Donc nous sommes également intimement convaincus de la nécessité d'engager les hommes en faveur de l'égalité et à cet égard, comme ça a été dit par Madame l'ambassadrice, nous sommes ravis de voir une certaine proportion d'hommes dans l'assistance. Et à ce titre, il faut se féliciter de la nouvelle stratégie du ministère, qui est un document ambitieux, très complet, qui couvre enfin tous les domaines de notre politique étrangère. C'est un progrès qu'il faut saluer, car je crois comprendre que ça n'a pas toujours été le cas. Et la prise en compte de l'égalité femmes-hommes a vocation enfin à s'appliquer de façon transversale, pas seulement à la coopération et au développement, mais à tous les aspects de notre politique étrangère, sécurité, économie, diplomatie culturelle. Enfin, troisième constat, c'est le souhait d'efficacité. Les droits des femmes sont une condition d'efficacité de notre politique étrangère. La diplomatie des droits des femmes n'est pas une politique sectorielle qui serait dessinée par les femmes pour les femmes. Elle s'inscrit dans notre défense des droits humains, qui est un terme d'ailleurs préférable à celui des droits de l'homme, et les droits humains étant la pierre angulaire de la diplomatie française et européenne, l'égalité femmes-hommes et la diplomatie des droits des femmes a tout son rôle à y jouer. Donc ce n'est pas un supplément d'âme, ce n'est pas un vernis politiquement correct, c'est vraiment une condition sine qua non de l'efficacité de nos politiques. Partant de ces 3 constats, notre rapport contient 100 propositions que vous retrouverez en détail, mais dont je vais vous donner les grandes thématiques. Tout d'abord, une question de style, c'est que la France doit être exemplaire et veiller aux symboles, car évidemment, les symboles comptent beaucoup.
Il faut porter un discours fort et positif sur les droits des femmes au plus haut niveau de l'État. Le Premier ministre canadien l'a encore rappelé récemment à l'Assemblée nationale française, qualifie sa politique étrangère de féministe, et le ministre Jean-Yves Le Drian l'a fait le 8 mars dernier. Il faut aussi s'efforcer de ne pas présenter les femmes uniquement comme des victimes à protéger, mais comme des acteurs du changement. Et montrer, ça a été dit, et je le redis, que les hommes sont aussi concernés et aussi engagés que les femmes en faveur de l'égalité. Tous ces éléments de discours comptent beaucoup. La France doit aussi être exemplaire dans l'image qu'elle donne à l'étranger, en s'efforçant d'appliquer la parité dans les délégations qui accompagnent les déplacements officiels, en montrant que nos entreprises sont irréprochables, en promouvant en France une politique d'égalité, lutte contre le harcèlement au travail, dans la rue, transparence et égalité salariale, développement des modes de garde, car il s'agit aussi de l'une des clés de l'attractivité de notre pays. À côté des symboles, il est essentiel de porter des initiatives phares lors de grands rendez-vous politiques internationaux. Ça a été dit, mais je le répète, la présidence française du G7 en 2019 sera un rendez-vous important. L'engagement de la France pourrait prendre la forme d'une déclaration ambitieuse, assortie d'objectifs chiffrés, et je sais que nous pouvons compter sur les études de cette entité ici pour nous y aider, et également de financement dédié et d'un mécanisme de suivi, avec quelques thématiques phares. Le Gender Tech Gap, désolé pour le terme anglais, c'est le fossé qui sépare les femmes et les filles des métiers scientifiques, techniques et numériques. L'éducation des filles, les femmes et l'environnement. Le G20, l'OIF, l'Union pour la Méditerranée sont aussi des lieux où la France peut jouer un rôle moteur. Par ailleurs, sans viser l'organisation d'une grande conférence sur le modèle de Pékin, qui serait assez périlleuse étant donné l'état actuel des forces, pourquoi ne pas faire des droits des femmes un des thèmes principaux du futur Forum sur la paix, organisé par la France fin 2018 ? Pourquoi aussi ne pas consacrer une nuit des idées à la thématique de l'égalité femmes-hommes ? On attend de la France qu'elle travaille aussi bien sur l'opérationnel que sur les représentations. Et pour notre part, à l'Assemblée nationale, nous avons quelques initiatives qui commencent à se concrétiser. Nous avons déterminé 2 priorités géographiques. L'une, c'est le Sahel. Et je salue l'initiative interparlementaire de mon collègue Jacques Maire sur le G5 Sahel. Et j'ai pu être invitée et porter cette parole. Et nous allons prolonger dans cette initiative interparlementaire la thématique de l'égalité femmes-hommes portée par les collègues députés. L'autre priorité géographique étant l'Europe, j'organise jeudi prochain, sous le copatronage de la délégation aux droits des femmes et de l'Institut Robert Schuman, une conférence sur la diplomatie féministe, leader en France et en Europe. Nous avons également, dans notre rapport, déterminé 3 grandes priorités. D'abord, sur la participation des femmes à la vie publique. On estime le ratio minima nécessaire pour entamer le changement à 30% de femmes. Pour cela, il faut lever les obstacles juridiques, renforcer les capacités des femmes, leur place dans les médias aussi, la représentation et la visibilité est importante, mais en évitant, pour paraphraser notre ministre Marlène Schiappa, en évitant le phénomène de la Schtroumpfette, c'est-à-dire s'il y a une femme dans une assemblée, c'est suffisant. Non, ça n'est pas suffisant. Il faut viser autant de femmes que d'hommes dans les représentations. Nous souhaitons aussi mettre l'accent sur la participation des femmes au processus de paix et de transition. Il n'est pas acceptable que moins de 10% des négociateurs de paix soient des femmes, alors qu'elles sont aussi concernées par la stabilisation de leur pays que les hommes, et qu'il est prouvé que leur participation renforce l'efficacité de ces processus de paix. La France, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, a ici une responsabilité particulière. Il faudrait exiger la participation des femmes à la reconstruction en Syrie, au Mali ou au Yémen. Et notre propre plan national d'action sur l'agenda femmes, paix et sécurité, que vous avez mentionné,
serait l'occasion d'entamer dès maintenant une large réflexion associant les parlementaires, ONG, fondations privées, partenaires européens et autres, pour la rendre plus adaptée aux nouveaux enjeux, plus robuste, plus concrète aussi. Autre grande priorité, les droits fondamentaux et la lutte contre les discriminations. D'abord, bien sûr, l'éducation, dans l'objectif d'atteindre la parité et l'égalité au primaire, secondaire et dans l'enseignement supérieur, avec, on y revient, une réelle mixité dans les matières scientifiques et techniques. Ensuite, la lutte contre les violences faites aux femmes. Cette grande cause nationale doit se décliner avec force à l'étranger. Et puis, bien sûr, les droits sexuels et reproductifs, contre lequel l'assaut des pays conservateurs et de toutes les formes de fondamentalisme est particulièrement violent. N'oublions pas que c'est d'abord à l'éducation des filles, à leur liberté de mouvement et à disposer de leur corps que Daesh et Boko Haram s'en prennent le plus violemment. Et cela concerne aussi l'éducation dès le plus jeune âge des jeunes filles et des jeunes garçons. En ce qui concerne la transition écologique et économique, la place des femmes doit aussi être mise en avant et sur ces questions, la France peut se montrer créative. Parmi les thématiques qui pourraient être portées par notre diplomatie figure, je le cite à nouveau, la lutte contre l'exclusion des femmes des métiers scientifiques et techniques et de la révolution numérique. Autre thématique à investir, l'intégration du genre au sein de notre diplomatie climatique, ainsi que celle des questions de genre à la RSE, responsabilité sociale des entreprises, et à la politique commerciale. Les entreprises peuvent et doivent jouer un rôle important et nous pouvons les y inciter. Enfin, donner une place aux femmes dans la diplomatie ne peut se réaliser sans des moyens financiers et humains. Donc pour nous, cette politique ambitieuse passe par une nouvelle stratégie internationale égalité femmes-hommes qui devrait s'accompagner d'un budget et d'une trajectoire financière pluriannuelle. La contribution française aux institutions chefs de file sur les droits des femmes, FNUAP, ONU Femmes, est à renforcer. Le pourcentage de notre aide bilatérale au développement prenant en compte l'égalité femmes-hommes est encore trop en deçà de la moyenne des pays de l'OCDE, ça a été dit, je le redis. Les derniers engagements pris lors du CICID vont dans le bon sens, mais notre mission estime que davantage de projets devraient avoir pour objectif principal l'égalité femmes-hommes. Par ailleurs et surtout, la France devrait davantage porter ses priorités relatives au genre au sein des fonds dont elle est le principal contributeur. Le Partenariat mondial pour l'éducation, le Fonds de lutte contre le sida, les banques de développement et l'Organisation internationale de la francophonie. N'oublions pas enfin les organisations de la société civile en France et à l'étranger qui œuvrent plus près du terrain et de ses besoins. La stratégie internationale doit s'accompagner d'un soutien financier aux ONG et pourquoi pas par la création d'un fonds ad hoc, comme l'ont fait certains pays, comme les Pays-Bas, qui seraient abondés par des fonds publics et privés. La question des moyens humains est enfin cruciale et vous en êtes l'illustration. Selon nous, il faudrait renforcer les effectifs au ministère en charge de ces questions, continuer d'accompagner et de former les personnes qui sont en charge de ces questions dans nos postes diplomatiques. Les correspondants genre doivent être soutenus dans leur action, car in fine, ce sont eux qui au quotidien mettent en œuvre cette diplomatie de l'égalité des genres que nous appelons de nos vœux. Je vous remercie de votre attention et bien sûr, je serai heureuse de répondre à toutes vos questions sur le sujet.